Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, notre consultant Stéphanie Pay. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert. Ce mois-ci, on parle de Jean Monnet, un grand Européen. le père fondateur de l'Europe. Exactement. On peut le dire comme ça. Alors, il y aura aussi la question de l'internaute. Oui, Karine nous a demandé ce que c'était que le risque de change. Donc, on va essayer de lui répondre. Avec le directeur départemental des finances publiques, nous ferons le point sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il entrera en vigueur en 2019 et les entreprises seront en première ligne. Quel sera leur rôle? Comment doivent-elles se préparer? Réponse dans un instant. Et puis cette émission sera largement consacrée à l'artisanat, comme on le fait régulièrement. Il y a 28 000 entreprises artisanales dans le département, des TPE, des PME qui irriguent tout le territoire. Elles sont pilotées par des patrons au parcours singulier, de vrais entrepreneurs au savoir-faire remarquable et à la volonté inaltérable. Exemple à la laiterie du Mont-Aiguille et à la ferronnerie Étincelle à Fontaine. Allez, c'est parti pour Classe Affaires. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage dans le club de l'économie en Isère. Et nous reprenons avec Stéphanie notre grande galerie de portraits consacrés aux économistes. Après Schumpeter, Keynes, Turgot, qu'est-ce qu'on a fait encore? Adam Smith. Voici maintenant Jean Monnet. Nous vous présentons cet économiste et homme politique français. Il est en effet considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe. On commence, Stéphanie, par quelques éléments biographiques. Oui, c'est pas vraiment un économiste en fait. Il faisait de l'économie, mais c'est pas un économiste au sens académique. Il est né en 1888 à Cognac, dans une famille de négociants de Cognac. Bien, Christophe, vous êtes incollable. Il a en fait voulu assez tôt aller développer l'entreprise familiale et il a très jeune commencé à aller prospecter des clients à l'étranger. On le verra pour la suite, c'est assez important. En 1914, juste après la bataille de la Marne, il réussit à persuader le président du conseil de l'époque, qui a été rencontré grâce à un piston de son papa, en fait, de lui confier la coordination du ravitaillement des armées françaises et britanniques. Donc on sent là aussi cet épisode marque son goût pour la capacité à créer des réseaux, à créer des alliances. Il a été réformé pour cause d'une maladie pulmonaire et en fait il passe toute la Grande Guerre à négocier sous le statut de fonctionnaire interallié. Et il est un des promoteurs de la Société des Nations, créée en 1919, dont il sera d'ailleurs le premier secrétaire général adjoint. L'ancêtre de l'ONU. Exactement, qui est l'ancêtre de l'ONU. Et puis, il a été amené à démissionner pour aller sauver l'entreprise familiale. Et pour ça, donc il rentre d'abord en Charente, puis il part aux États-Unis pour relancer cette entreprise où il va développer la vente de l'alcool aux États-Unis pendant la Prohibition. C'est intéressant parce qu'on ne le connaît pas forcément comme ça, Jean Monnet, donc c'est très intéressant. Il a même fondé une banque à San Francisco, la Banque America. Il est de retour en France en 1940, en pleine débâcle, où il propose déjà un projet d'union franco-britannique. Donc on voit qu'il était très en avance de phase, hein, si on peut dire. Bon, il a travaillé autour du plan Marshall. C'est l'un des premiers fondateurs de la communauté économique européenne, du marché commun européen, des fondements de l'Union européenne. Il prend sa retraite en 1975 et il mourra 4 ans plus tard, en 1979. Et il a fait tout ça sans avoir eu le bac, hein, je crois. Donc oui, c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui aimait faire, en fait. Il était vraiment c'était un homme d'action. Et son parcours qu'on va détailler nous le montre. Est-ce qu'on peut d'abord en dire davantage sur précisément le rôle qu'il a joué dans cette construction européenne ?
Il est clairement le père des institutions européennes. À la Libération en 1946, le général de Gaulle le fait venir à la tête du commissariat général au plan, et il a pour mission de relancer l'économie dans le contexte des prêts du plan Marshall. Donc il conçoit le plan Monnet, c'est comme ça qu'il a été appelé d'après lui bien évidemment, qui est un plan de modernisation et d'équipement qui va permettre de relancer l'économie française. Et donc, il est bien placé quelques années plus tard, c'est-à-dire au début des années 50, pour se rendre compte que l'Allemagne est en train de se redresser plus rapidement que l'économie française. Et donc, il imagine de souder les destins de ces deux pays, d'une certaine façon, autour de choses extrêmement concrètes. Et c'est comme ça que va naître la communauté économique, la communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA, dont il prend la présidence. Elle a été permise, là aussi, grâce à la très grande influence et au côté pro-européen et pro-franco-allemand d'un ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, bien connu aussi. Et donc, Jean Monnet va devenir le premier président de la haute autorité de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et donc, c'est une première en Europe, le charbon et l'acier circulent librement. Un peu plus tard, en 1957, donc juste avant le traité de Rome, il va être à l'origine d'un autre projet de coopération européenne, qui est le projet de coopération nucléaire Euratom. Et bien évidemment, il participe de manière très très étroite aux négociations sur la préparation du traité de Rome. Il est d'ailleurs tellement à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui qu'il a pris en 1976 le titre de citoyen d'honneur de l'Europe. Comment est-ce qu'on explique qu'il ait réussi à convaincre aussitôt sur ces questions dans l'immédiate après-guerre ? Mais j'ai envie de dire qu'il a fait ça toute sa vie. C'est comme ça qu'il a créé la Société des Nations. C'est comme ça qu'il a ensuite, pendant la guerre, travaillé autour de ce qui préfigurerait les institutions européennes de demain. Donc c'est un homme de conviction. C'est un homme qui qui sait actionner ses réseaux et qui sait, jouer de cette influence, mais pas dans le sens d'une influence uniquement de pensée ou technocratique, mais vraiment il est dans l'action. Et puis, quelque chose qui n'était pas très fréquent à l'époque, c'est qu'il parlait couramment l'anglais. Et mine de rien, quand vous voulez négocier avec des Américains, avec des Anglais, bon, les Allemands, ça sert un peu moins, vous me direz, mais enfin quand même, sa maîtrise des langues était un atout phénoménal. Et on le verra sur une image avec Kennedy. Il a rencontré les plus grands, évidemment, et il a négocié avec les plus grands. Vous évoquiez ses convictions personnelles. Dans les grandes lignes, c'était quoi ces convictions ? Alors, première conviction, c'est que le progrès social passe par le progrès économique et par la coopération économique en Europe, ce qui est très très important. C'est d'abord, on commence par créer les richesses avant de les redistribuer. La deuxième chose, c'est qu'il est persuadé qu'il faut une intégration poussée dans les secteurs économiques afin de créer une vraie solidarité entre les partenaires, c'est-à-dire pas uniquement des alliances circonstancielles, mais véritablement ancrées le destin des pays sur un certain nombre de sujets très très concrets dans la durée. Et puis, pour ça, il est convaincu qu'il faut des institutions efficaces. Alors après, toute la question, c'est de savoir si 40 ans après, ou 50 ans après, ou 60 ans après, les institutions sont véritablement efficaces. Et donc, il est convaincu qu'il faut des institutions qui soient indépendantes des États. Et donc, ça va donner lieu au traité. Enfin, c'est ça qui donne lieu au traité de Rome, avec la première création de cette communauté économique européenne, la fameuse CEE, dont le nombre d'États adhérents va augmenter jusqu'à la création du Parlement européen, avec les premières élections au Parlement européen, qui étaient en 79, je crois, donc l'année de sa mort, en fait. Voilà pour ce père fondateur de l'Europe, tout à fait. Personnage essentiel. Complètement, et convaincu que c'était une condition indispensable à la création d'une paix durable en Europe. Il ne faut pas oublier qu'il a vécu les deux guerres, et donc il a été, comme beaucoup de sa génération, très profondément marqué par ça. Et on se souvient de sa formule, résumant la philosophie de son projet européen. Nous ne coalisons pas les États, nous rassemblons les hommes. Un homme qui était effectivement marqué par cette aventure humaine de la construction européenne. Merci beaucoup Stéphanie pour ce portrait de Jean Monnet, un homme finalement peu connu, par nature assez discret. Offrir des sensations tactiles sur un simple écran, c'est le procédé révolutionnaire mis au point par la start-up iséroise App2You. Il permet de ressentir, par exemple, le toucher d'un textile sur un écran, le relief d'une molette de commande ou d'un curseur. C'est une véritable révolution dans l'interaction homme-machine en renforçant l'immersion de l'utilisateur. Reportage.
Et si nous pouvions ressentir des textures et du relief à la surface de nos smartphones et tablettes? L'idée est déjà dans les tuyaux. L'entreprise App2You a développé un prototype, une technologie qui s'intègre dans un écran tactile. Elle donnerait l'impression de tourner un bouton réel et de percevoir différentes matières. App2You, c'est la société qui va répondre à toutes les problématiques qu'on a quotidiennement quand on utilise nos smartphones, nos montres connectées et que l'on passe son temps à cliquer plusieurs fois sur l'écran parce qu'on n'a pas d'informations sous le doigt qui permettent de les utiliser facilement. Donc avec la technologie App2You, demain, il vous suffira de poser votre doigt sur l'écran, de le déplacer, vous saurez instantanément ce que vous êtes en train de faire, où se situe votre doigt, et donc vous pourrez contrôler votre écran sans avoir besoin de le regarder. Le concept est né il y a 7 ans, mais au fait, comment ça marche? C'est une technologie qui va jouer sur une dimension essentielle du toucher, à savoir celle du frottement. Ce qui fait que vous percevez les textures, les matières qui vous environnent, c'est parce que le frottement sous votre doigt est modifié lorsque vous déplacez votre doigt sur une surface. Et notre technologie permet de contrôler en temps réel le frottement sous votre doigt et ainsi de faire apparaître une notion de relief sur un écran qui est par définition en verre, donc parfaitement lisse. Dans l'avenir, la technologie App2You pourrait toucher le monde des malvoyants, mais aussi les équipements de contrôle industriel et les distributeurs de billets de banque. Alors ce procédé, cette technologie dite haptique permet en fait de quitter un écran des yeux, vous l'avez compris, pour procéder à des sélections. On imagine bien sûr d'autres innombrables applications possibles, notamment dans l'automobile. D'ailleurs, des contacts sont déjà établis avec des constructeurs asiatiques. App2You est sélectionné par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Ce sera début mars de l'an prochain à l'occasion du forum du même nom. À partir du 1er janvier prochain, nous paierons nos impôts sur le revenu directement à la source, c'est-à-dire sur nos feuilles de paye. Cela a pour objectif de supprimer le décalage entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant. Une révolution pour les entreprises qui vont devenir le premier maillon dans la collecte de l'impôt sur le revenu. Elles doivent s'adapter et cette année 2018 leur permet de poursuivre les tests. Pour en parler, nous recevons Philippe Leray, le directeur des finances publiques de l'Isère, et Philippe Tiersen, le président de la Chambre des métiers de l'Isère. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous pour l'entrée en vigueur de ce fameux prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, fixé au 1er janvier 2019. Monsieur le directeur des finances publiques, dans les grandes lignes, quels vont être les rôles des entreprises ? Alors d'abord, juste une précision extrêmement importante. Il s'agit d'une réforme du paiement de l'impôt sur le revenu, pas du tout une réforme de l'assiette. Donc les conditions générales de déclaration ne changeront pas, les conditions générales de déductibilité non plus. Ce qui va changer, c'est effectivement, et c'est important, les modalités de paiement de l'impôt. L'entreprise, lorsqu'elle a des salariés, va effectivement devenir le collecteur entre guillemets de l'impôt sur le revenu au moment du décompte de la fiche de paye mensuelle généralement qu'elle doit opérer. C'est la modification principale pour l'entreprise. Alors on va voir comment ça va se passer. Ça va demander une adaptation évidemment pour les entreprises. Il y a déjà eu des tests. Je crois que 600 collecteurs se sont aguerris à la technique. Alors depuis maintenant une bonne année, 600 entreprises volontaires, c'est toujours la base du volontariat, 600 entreprises ont commencé effectivement à travailler sur les modalités de prélèvement à la source et tester effectivement en grandeur nature quelque part les conditions. Ce qu'il faut bien préciser également, c'est que au-delà de ces tests, un rôle fondamental est joué par les éditeurs de logiciels. La plupart des entreprises ont les payes qui sont faites par des éditeurs de logiciels et il y a un énorme travail qui a été accompli pour signer des conventions de partenariat entre ces éditeurs et l'administration de la Direction générale des finances publiques. Ce travail est quasiment achevé aujourd'hui, donc tous les éditeurs sont en ligne pour mettre à jour les logiciels et proposer aux entreprises ces mises à jour. Alors concrètement, demain avec le prélèvement à la source, l'administration fiscale va calculer un taux de prélèvement, le communiquer à l'employeur qui aura juste la multiplication à faire. C'est aussi simple que ça ? C'est aussi simple que ça pour l'entreprise. Un point extrêmement dur et important et qui a fait l'objet des débats parlementaires, c'est de maintenir la stricte confidentialité
des revenus globaux qu'un salarié peut avoir. Donc effectivement, l'employeur n'aura pas d'autre chose à faire que de recevoir le taux de prélèvement fourni par l'administration. Il n'aura pas de marge de manœuvre, il ne pourra pas augmenter ou diminuer de son initiative ce taux, il le recevra de l'administration fiscale. Il faut préciser d'ailleurs que ce taux, il est quasiment le même pour 90% des contribuables. Alors, 90% des contribuables ont un taux de prélèvement à l'impôt sur le revenu inférieur à 10%. Et près de la moitié ne sont pas imposés, effectivement. Oui, il faut le rappeler, effectivement, cette révolution du prélèvement à la source, elle n'aura pas d'effet, finalement, sur la moitié des contribuables français, qui ne payent pas l'impôt aujourd'hui déjà. Hein. Si, malgré tout, parce qu'il y aura quand même déclaration à leur employeur d'un taux à zéro. Oui, donc le taux zéro existera. En cas de modification du statut et du salaire d'un salarié en cours d'année, par exemple, comment ça va se passer? Alors c'est là que la réforme prend tout son sens. L'impôt sur le revenu va devenir un impôt strictement contemporain. Aujourd'hui, c'est le principal reproche qu'on lui fait. On déclare des revenus l'année d'après et on est imposé alors qu'éventuellement les revenus ont énormément varié. Là, on va au contraire coller à la réalité des revenus et à la réalité de la situation personnelle. Vous vous mariez, vous vous pacsez, vous avez des enfants, d'autres événements de vie. Tout ça pourra être pris en compte instantanément. Donc le contribuable fera la démarche et l'entreprise recevra une modification du taux éventuellement. C'est au contribuable de faire la démarche. Donc le contribuable pourra le faire par Internet sur l'instrument de dialogue qui est fabriqué à cet effet qui s'appelle GESPAS. Et il pourra déclarer sa nouvelle situation. L'administration calculera un nouveau taux et l'adressera directement à son entreprise. Et donc, aucune relation là non plus entre l'entreprise et l'administration fiscale, l'entreprise et son salarié sur sa situation personnelle fiscale. Alors, les entreprises doivent s'adapter. On comprend bien le rôle essentiel qu'elles vont jouer dans ce dispositif. Philippe Thiersen, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère. Est-ce que les entreprises sont prêtes? Est-ce qu'elles ont des craintes, des inquiétudes, des questions? Prêtes, je dirais non. Des inquiétudes et des questions, oui. Globalement, les retours que j'ai du terrain, et pas plus longtemps qu'il y a 10 minutes, c'est qu'ils sont opposés à ce prélèvement à la source qui va induire des charges supplémentaires, des coûts supplémentaires. On parlait des éditeurs de logiciels, ce sont des mises à jour. Je veux dire, juste ça, c'est pas gratuit. Ensuite, en France, on a aussi une culture, un rapport à l'argent qui est quand même bien spécifique. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être considéré au début comme une cotisation supplémentaire avec une perte de pouvoir d'achat. Alors, c'est pas vrai dans l'absolu. Mais c'est la perception qui risque de ressortir de cette situation. Et ça va sûrement un peu modifier les rapports entre les salariés et les dirigeants. Philippe Leray, cette règle de confidentialité, je crois que c'est important de le rappeler, c'est effectivement une crainte de beaucoup de salariés qui se disent « mais je n'ai pas du tout envie que mon employeur sache que j'ai des revenus par ailleurs ». Donc la règle de confidentialité, elle est respectée. La règle de confidentialité est absolue. Ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière le taux que nous allons communiquer, peuvent exister de multiples situations. Avec des revenus très différents, une situation familiale très différente, vous pouvez avoir exactement le même taux de prélèvement. Donc le taux n'a aucun sens si on veut le traduire réellement en connaissance du patrimoine ou de la situation réelle d'un ménage ou d'un foyer fiscal. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment rien à craindre sur cet aspect-là. En revanche, moi j'entends tout à fait les inquiétudes. Le but, c'est d'éviter aux entreprises justement de jouer ce rôle intercalaire. Et donc la volonté, c'est de ne pas mettre l'entreprise en lien avec son salarié pour commencer à discuter du taux de prélèvement, des conditions de prélèvement, etc. Donc vraiment, on veut être le seul interlocuteur et nous serons le seul interlocuteur. Tous les revenus ne sont pas des revenus salariaux. Certains revenus sont des revenus non salariaux. Ça peut être des revenus de travailleurs indépendants. Ça peut être des revenus
autres immobiliers que vous pouvez avoir. Et donc là, vous rentrez dans un système qui s'appelle l'acompte contemporain. Et donc, les modalités de prélèvement ne vont pas passer par cet intermédiaire. Donc, l'employeur n'aura absolument pas la connaissance de ces éléments. Bon, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, on peut quand même dire que l'objectif, c'est de se préparer et de ne pas arriver au 1er janvier 2019 sans avoir fait des tests. Il y a un site internet qui est à votre disposition, prélèvementalasource.fr. Et puis, il y a un kit aussi qui est mis en place. Alors voilà, nous notre préoccupation, parce que moi j'entends tout à fait, Monsieur le Président, ce que vous dites, et il faut y veiller. Et donc, il faut se préparer. Alors, se préparer, on l'a dit tout à l'heure, ça passe en amont par un travail extrêmement lourd avec les éditeurs de logiciels, c'est vraiment très important. Et se préparer, c'est maintenant. Se préparer pour les entreprises, c'est véritablement commencer à s'intéresser au sujet maintenant et pas à la rentrée. Faire des simulations concrètement ? Alors, on peut tout à fait participer à des tests, on peut tout à fait s'adapter, même si on a envie de tester plus vite, voir avec l'éditeur de logiciels s'il est prêt et si on peut anticiper cela. Il y a vraiment aucune difficulté. Le kit collecteur dont vous avez parlé, c'est un kit vraiment très simple, disponible sur le site que vous avez cité et qui permet en fait aux patrons, aux collecteurs, de manière très didactique, de savoir comment se préparer pour faire face à cette nouvelle situation. Donc j'incite vraiment tous les chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs chargés de la fonction RH de consulter ce site et de récupérer le kit collecteur. Et la direction des finances publiques de l'Isère est à votre disposition si vous avez besoin de détails supplémentaires. Absolument. Merci Philippe Leray, merci pour ces précisions. Pour ce mode d'emploi du prélèvement à la source, quelque chose me dit que d'ici la fin de l'année, on aura l'occasion d'y revenir. Merci d'avoir été avec nous. Philippe Thiersen, vous restez pour la deuxième partie. Dans un instant, on va découvrir 2 entreprises artisanales, 2 profils très différents, 2 passionnés. On fait une courte pause, à tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Stéphanie Pey, notre consultant. Dans un instant, découverte, comme on aime le faire régulièrement, d'entrepreneurs passionnés, déterminés. L'un a repris une laiterie dans le Trièves, l'autre est ferronnier à Fontaine. Quels sont leurs parcours, leurs motivations? Ils nous diront tout ça. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez poser vos questions à Stéphanie Pey, notre consultant. Stéphanie, cette semaine, la question est signée Karim et il veut savoir ce qu'est le risque de change. Eh bien, Karim, le risque de change en fait, est lié à la variation du taux de change entre 2 monnaies. C'est le prix en fait relatif d'une monnaie par rapport à l'autre. C'est des variations qui ne sont pas prévisibles, qui peuvent avoir plus ou moins d'ampleur dans le temps et qui peuvent aboutir notamment pour les entreprises, mais aussi pour un particulier, à des pertes financières. Alors en fait, les 2 effets principaux, c'est une dévaluation qui peut être liée à un risque de transaction, c'est-à-dire j'achète ma matière première en dollars et je revends le produit fini en euros, eh bien je m'expose à ce risque de change. Ou encore quand la valeur d'une monnaie nationale baisse, enfin nationale ou internationale, si on prend l'euro, baisse par rapport à une autre, les prix des produits deviennent plus chers sur les marchés internationaux et donc j'ai une perte de compétitivité. Donc pour ça, il y a deux solutions. En tout cas pour les risques liés à une transaction, parce que ce qui est lié à une baisse de compétitivité, c'est l'économie nationale et c'est la santé de l'économie nationale. C'est facturer dans sa monnaie quand on est un entrepreneur. J'achète en dollars, j'essaie de facturer en dollars. J'achète en euros, j'essaie de facturer en euros. C'est pas toujours possible parce que ça dépend du rapport de force qu'il y a entre le producteur, entre le fournisseur et le client. Et puis sinon, on peut aussi se tourner vers sa banque, puisque les banques offrent ce qu'on appelle des produits de couverture, qui sont des instruments financiers un petit peu sophistiqués et donc que je ne décrirai pas dans ma chronique, en tout cas pas aujourd'hui, mais qui permettent justement de couvrir le risque de change quand on a un gros marché, notamment qu'on est obligé de libeller dans une devise qui est différente de la sienne. Voilà Christophe. Des instruments de couverture contre le risque de change. Merci beaucoup Stéphanie. Alors si comme Karim, vous voulez des précisions sur une notion économique, n'hésitez pas à écrire à Stéphanie, classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse.
Avec plus de 500 activités représentant près de 250 métiers, des millions d'emplois, c'est un pilier essentiel de notre économie. Dans l'alimentation, le bâtiment, la fabrication, les services, les artisans sont présents partout, dans les campagnes, dans les quartiers, dans des petites structures ou des plus grandes. Plus qu'un métier, c'est une passion, l'artisanat, une passion qu'ils exercent au quotidien, portée par leur savoir-faire toujours exceptionnel. Les artisans sont à l'honneur, avec Philippe Thiersen, le président de la Chambre des métiers de l'Isère, qui est resté avec nous, et avec deux artisans, Rémi Coste, Étincelle Serrurerie Ferronnerie à Fontaine, et Philippe Giraud, la laiterie du Mont-Aiguille à Clel dans le Trièves. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints. Philippe Thiersen, 28 000 entreprises artisanales en Isère, petites, grandes, sur tout le territoire. C'est ça leur spécificité, c'est de ne pas en avoir. Oui, manquait peut-être un peu de visibilité malgré le nombre d'entreprises, puisqu'on maille tous les territoires. On assure le développement économique, on assure un lien social. Ce sont des entreprises qui sont non délocalisables, 63 000 salariés non délocalisables, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 4 000 contrats d'apprentissage en cours en 2017 sur l'Isère. Alors des entreprises souvent de petite taille, mais qui jouent parfois un rôle essentiel de sous-traitant auprès de grands groupes. C'est tout à fait ça. On a à peu près 2000 sur le bassin grenoblois, on a à peu près 2500 entreprises qui travaillent pour les grosses structures high-tech qui ne pourraient pas fonctionner sans ces entreprises de sous-traitance. On parle beaucoup d'innovation dans le bassin grenoblois. Les entreprises artisanales innovent. Ça n'est pas l'apanage des grands groupes. On le dit régulièrement, mais ça vaut le coup de le rappeler. Absolument, c'est tout à fait vrai. L'innovation est à tous les niveaux. Ce n'est pas juste de la technicité. Ça peut être une performance de fabrication. Ça peut être dans les relations, dans la distribution. Enfin, je veux dire, l'artisan est souple. Il s'adapte facilement. Et c'est un chef d'entreprise, donc il est factuel et il essaye d'être efficace. Alors il y a quand même plusieurs défis qui se trouvent face au monde artisanal. Le premier défi, on en parle beaucoup, c'est l'apprentissage. On dit que ça doit être un objectif, mais on a quand même du mal en France à augmenter le nombre de nos apprentis. Oui, c'est un sujet d'actualité. On est en plein dedans là, en ce moment avec le projet de réforme de l'apprentissage. L'apprentissage qui est une voie d'excellence pour aller vers l'emploi. L'exemple que je connais bien, puisqu'il est géré par la Chambre de métiers, c'est le FMA. On en voit des images, là. D'accord, et qui a un taux de réussite à 83% sur les examens et un taux d'employabilité à 90% à la sortie des formations. Donc, je veux dire, c'est une formule qui marche. Et c'est dommage que l'apprentissage ait une si mauvaise image que ça. Les pistes, rapidement, c'est l'orientation. Si tu n'es pas bon, mon fils, tu seras apprenti. C'est plus complètement vrai, mais je veux dire, c'est dans l'imaginaire collectif. Et il faut encore lutter contre cette pensée. Absolument. Alors qu'il y a des beaux métiers, il y a des belles carrières, on peut bien gagner sa vie. Et la moitié des apprentis seront chefs d'entreprise au cours de leur carrière professionnelle. L'apprentissage, donc un premier défi. Deuxième défi, la reprise d'entreprise. L'artisanat est frappé par le baby-boom, ces artisans qui sont nés après-guerre et qui doivent aujourd'hui passer la main. Ça, c'est un gisement qu'il ne faut absolument pas perdre. Oui, c'est même une pierre angulaire. Ça peut être un vrai choc social si on le traite mal, puisqu'on a à peu près 6 000 entreprises qui vont devoir être reprises dans les 5 ans, en sachant que la moitié ne seront pas vendables, mais enfin ça en laisse encore 3 000. En Isère, là ? En Isère, je parle que de l'Isère, je ne parle pas de la France, que de l'Isère. 3 000 entreprises dans les 5 ans. Quand on sait qu'on a à peu près 3 salariés par entreprise, vous voyez le nombre d'emplois que cela génère, quoi. Et on voit effectivement les opportunités aussi. Reprendre une entreprise, c'est plus facile que de la créer. Oui, les chances de réussite sont meilleures. Je suis complètement d'accord et on va vous le confirmer tout à l'heure. Alors la reprise, c'est justement le chemin choisi par Maxime Garivier pour devenir son propre patron dans l'entreprise qu'il avait d'ailleurs embauché. On est à Vienne, donc dans le Nord-Isère. Cette entreprise, c'est Vienne Rénovation. Bonjour, je m'appelle Maxime Garivier, je suis gérant de l'entreprise Garivier Massot Vienne Rénovation. Nous sommes une entreprise générale du bâtiment en région viennoise.
C'est une entreprise que j'ai rachetée il y a un peu plus d'1 an à Louis-Noël Massot, artisan depuis environ 35 ans, qui m'a cédé son entreprise il y a un peu plus d'1 an et nous accompagne toujours aujourd'hui sur nos chantiers pour assurer la transition. C'est quelqu'un de fort sympathique qui a plusieurs passions, mais avant tout passionné par son métier. Il a aussi, je dirais, cette qualité de pédagogue qui lui permet assez facilement de m'apprendre certains points, certains détails, certaines ficelles du métier. C'est une amitié, on va dire, qui est née au-delà de la transmission. J'ai fait le choix de transmettre mon entreprise pour que l'entreprise soit pérenne, d'une part, et puis d'autre part, pour que mon ouvrier Mohamed puisse continuer la vie qu'il avait avant et puisse travailler un peu dans les mêmes conditions. Donc quand on s'est rencontré avec Maxime, j'ai tout de suite vu en lui quelqu'un qui correspondait, même au-delà de mes espérances, à qui j'avais envie de transmettre l'entreprise. La réussite aujourd'hui, c'est 1 an après la date de rachat, d'avoir des relations qui sont toujours aussi bonnes avec le cédant Louis-Noël Massot. C'est aussi pour notre clientèle d'avoir su la conserver. Et puis c'est aussi pour nous cette année l'occasion de recruter une personne supplémentaire. Voilà pour cet exemple de transmission reprise dans le Nord-Isère. D'autres témoignages d'artisans tout de suite sur le plateau avec Rémi Coste et Philippe Giraud. Philippe Giraud, vous avez sauvé la laiterie du Montéguy. Alors on est à Clel dans le Trièves. Vous l'avez rachetée en 2012 alors qu'elle était en liquidation judiciaire. Vous avez une dizaine de salariés. Quelles ont été vos premières décisions quand vous avez racheté cette entreprise en difficulté ? Ben c'est vrai que le 8 août 2012, quand je suis sorti du tribunal et que je suis monté dans le Trièves, quand je suis arrivé sur le parking, je ne savais pas par quel bout commencer. C'est vrai que je me suis retrouvé début août avec des producteurs de lait qui n'ont pas été payés, des salariés, leur salaire a été aussi, ça a été très compliqué pour eux. Donc les producteurs n'ont pas été payés pendant 3 mois, donc il y avait déjà une certaine confiance que je devais arriver à recréer auprès d'eux. Et puis après, au mois d'août, je me suis retrouvé sans carton, sans agrément bio, puisqu'on collecte du lait de vache bio, du lait de brebis et du lait de chèvre. Et qu'avec tout ça, le premier mois, il a vraiment été très compliqué. Le lait arrivait, il fallait fabriquer et il fallait vendre. On y est arrivé, grâce à une bonne équipe qu'on a remontée et qui est composée aujourd'hui d'une dizaine de personnes. Et l'entreprise, aujourd'hui, est pérenne et elle existe. Ouais, il a fallu d'abord réadapter tout l'outil de production. Il a fallu réadapter tout l'outil de production. On a déjà aussi donc essayé d'améliorer la productivité de l'entreprise en investissant dans du matériel. On a également révisé la gamme. On avait une gamme qui était très très longue. Vous avez réduit l'ampleur de la gamme. Exactement. On a dû réduire l'ampleur de la gamme parce qu'on avait une multitude de produits qui avaient des ventes qui étaient quand même très très faibles. Donc se concentrer pour être plus productif sur certains produits. En sachant qu'on fabrique quand même énormément de produits aujourd'hui. On les voit à l'image, effectivement. Ça va du yaourt à la tome du Trièves en passant par les faisselles, les fromages en tout genre. Autre action immédiate, revoir les circuits de distribution, trouver des nouveaux débouchés. Donc trouver des nouveaux débouchés, oui, c'est vrai que j'ai une société commerciale qui m'a quand même beaucoup aidé dans ce domaine par rapport à mes contacts et notre diffusion qui est relativement importante sur la région Rhône-Alpes. On fait même un petit peu d'export donc sur la Suisse puisqu'on est quand même limitrophe de ce pays et la Suisse romande est assez friand des fromages français, quoi. Donc on a des tomes du Trièves qui vont être vendus en Suisse ? Voilà, des carrés, des 3 pies Bon, notre spécificité à la laiterie, c'est on est situé donc au pied du Montéguy et où on collecte du lait de montagne et du lait bio. Et avec du bon lait, on fait du bon fromage. 600 000 litres de lait traité chaque année. Donc on voit tout de suite, avec une dizaine de producteurs locaux. Parmi les circuits de distribution que vous avez travaillé, les supermarchés notamment, vous avez réussi à les convaincre de faire le pari du produit local.
on les a convaincus parce que c'est vrai que le consommateur aujourd'hui est quand même à la recherche des produits de proximité, des produits authentiques. Et il a fallu convaincre les grandes et moyennes surfaces de les mettre en rayon. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas déçus, puisque c'est un de nos axes de progression. On travaille également avec des crémiers spécialisés, des magasins bio qui sont spécialisés aussi. Et puis on travaille avec la collectivité, avec des cantines scolaires, avec la cuisine centrale de Grenoble, avec des EHPAD. Donc tout ça, c'est effectivement des marchés qui sont importants. Il y a aussi une vente sur place à la boutique, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas aussi courant que ça. Et puis un site internet aussi où on peut acheter. Tout ça, il a fallu le mettre en place, brique par brique, j'allais dire, exactement. Fromage par fromage. Ouais. Alors c'est vrai que le magasin permet déjà aux touristes qui descendent dans le sud, qui font des allers-retours, de découvrir les produits de la région. Et on a également une grosse clientèle grenobloise qui vient servir chez nous et qui est contente aussi de retrouver ces produits dans les magasins de la région grenobloise. Bon, on peut quand même citer le produit phare, c'est le carré du Trièves. C'est du lait de vache, pour le coup. Et c'est d'ailleurs une marque déposée aujourd'hui, ce carré du Trièves. Vous en faites combien 13 tonnes par an? C'est ça. Bon, ça fait quelques fromages. Vous évoquez beaucoup le bio. C'est une direction qui est, selon vous, désormais prise, inévitable, et vous allez continuer à renforcer la part du bio dans votre activité? On va continuer à renforcer la part du bio. Aujourd'hui, les consommateurs sont à la recherche de produits bio. Par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont quand même besoin d'être rassurés. Donc, du bio avec du lait de montagne, produit dans le Trièves, ils sont rassurés. J'entends parler, dernière question, d'un gruyère du Trièves qui serait en préparation? Non, c'est une bêtise? Non. Bon, travaillez-y, essayez d'y réfléchir, parce que vous êtes de Haute-Savoie quand même, c'est ça. Ouais. Bon, un enfant de la balle, fromager de père en fils depuis 1881. On parlait d'innovation dans l'artisanat. On peut imaginer de nouvelles recettes, de nouveaux fromages sur lesquels vous travaillerez? On peut imaginer. Nous, surtout, on se penche notre spécialité, notamment dans l'ultra frais. On fabrique des yaourts avec des fruits qui sont sans conservateur et du lait qui n'est pas du tout, entre guillemets, trituré, puisque pour avoir le droit à l'appellation lait entier, il faut qu'il fasse minimum 35% de matière grasse. Quand on va collecter du lait, il est toujours beaucoup plus riche. Et nous, on ne touche pas du tout à ça. On le conserve dans son état. Et on le conditionne dans son état. L'innovation chez vous, c'est l'authenticité. Si je comprends bien, c'est bien ça. Merci. Autre artisan, autre profil, autre aventure, Rémi Cosse. Alors vous avez créé votre propre entreprise en 2011, Étincelle, une entreprise de ferronnerie-serrurerie à Fontaine. Là encore, c'est un métier très ancien, dans la lignée des forgerons d'antan. Et on réussit à innover même dans ces métiers anciens? Alors forcément, oui, on n'a pas le choix. Les habitudes et les modes de vie évoluent, donc on est obligé d'évoluer avec. On peut plus. Et comment on innove quand on travaille le fer? Moi, je ne connais pas. C'est un matériau noble, mais difficile. Comment est-ce qu'on réussit à faire du neuf, finalement, avec ce matériau ancestral? Alors, l'acier, c'est vrai que c'est un matériau difficile à travailler, dur. Mais le client a toujours de bonnes idées et de nouvelles demandes qui nous poussent à trouver, comme je vous le disais, des solutions et par là même, par la force, innover. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Là aussi, je crois que c'est un petit peu dans les gènes. Voilà, alors j'ai mon père qui était chaudronnier. Donc c'est vrai que c'est un matériau qui est difficile d'accès, qu'on ne connaît pas forcément. Moi, forcément... j'ai un peu baigné dedans, donc c'était quand même plus accessible pour moi. Après, c'était naturel, alors que pour d'autres, ce sera le bois ou autre chose. Alors on vous voit là dans votre atelier, et on voit les créations que vous faites, donc des portails, des escaliers, des rambardes, on a vu des verrières. Pour les particuliers, vous travaillez aussi de plus en plus pour d'autres professionnels et aussi en sous-traitance, expliquez-moi. Alors pour d'autres professionnels, des paysagistes, des cuisinistes, des entreprises du multiservice, un peu de la même manière que pour le particulier, sur mesure à la demande. Un petit peu de sous-traitance depuis cette année que j'ai embauché un apprenti, il faut bien alimenter la machine. Donc la sous-traitance pour de l'industrie, des confrères, mais bien plus gros que moi, qui remportent des marchés publics et qui dispatchent à droite à gauche un petit peu le boulot.
Et donc, c'est pas le même travail, c'est pas le même intérêt, mais ça permet d'alimenter, comme je disais, la machine et de faire bouillir la marmite. Contribuer à l'activité, évidemment. Alors, vous venez d'obtenir un titre prestigieux, le titre de maître artisan d'art. Philippe, c'est un titre, je le disais, rare. Oui, rare et prestigieux. Ils sont 50 environ en Isère. Donc, vous voyez, sur 28 500 entreprises... Respect. Alors, il y a les artisans d'art et les maîtres artisans d'art. C'est ça. Ouais. Qu'on comprenne bien. Vous êtes engagé particulièrement dans le savoir-faire et la transmission du savoir-faire. Il y a les deux dimensions, voilà. Donc, c'est important de savoir faire et c'est important de le transmettre pour le jeune et puis pour l'entreprise aussi, parce que c'est valorisant. Ça fait rentrer de la matière grise toute fraîche régulièrement dans l'entreprise, ça fait évoluer tout le monde et puis on s'y retrouve. On parlait avec Philippe Thiersen tout à l'heure du défi de l'apprentissage. Vous nous disiez que vous aviez pris un apprenti là, tout récemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? La quantité de travail déjà, parce qu'il est là pour bosser et il participe. Et voilà, cette dimension de transmission, de partage et de dépasser un peu, toujours dans le même principe, dépasser un peu ses limites et échanger. Vous avez été enseignant dans le passé? Oui, j'ai fait un petit peu d'enseignement, oui. Après un BTS de chaudronnerie à Marseille. L'image dont on parlait tout à l'heure, de l'image un peu dégradée de ces métiers techniques, vous trouvez que c'est le passé maintenant, les mentalités commencent à évoluer ou il y a encore du travail à faire? Alors comme vous disiez, ça commence à évoluer, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Forcément. La réponse était dans la question, c'est voilà. ça? Non, mais est-ce que, tout à fait, on le répète, est-ce que c'est vrai ou est-ce que évidemment vous le constatez vous sur le terrain? Ah oui, évidemment, oui, il y a beaucoup de travail à faire. Le recrutement est difficile. Il faut trouver le jeune qui a envie, qui soit motivé, que ce ne soit pas une voie de garage. Et puis quand il y aura des apprentissages en banquier ou autre, on aura gagné. Il y en a. Il y en a, oui. Nous, on a une centaine d'apprentis tous les ans, tous les 2 ans en fonction des promos. Et c'est devenu vraiment un mode de recrutement très important, de transmission. Enfin, c'est ce que vous décrivez. Et avec l'allongement pour certains des études, on a des apprentis qui vont jusqu'en licence, master. Enfin, et la professionnalisation commence à se développer, y compris dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Donc c'est quand même quelque chose. Mais moi, j'ai envie de dire, parce que sur le sujet de l'apprentissage, on voit que ça mène à de très hautes distinctions comme celle que vous avez eue. Et encore une fois, bravo. C'est pas tellement les enfants qu'il faut orienter, c'est les parents. On est bien d'accord. Et là, il y a un travail absolument colossal de lutter contre cette image dévalorisante qu'ont les parents de ces filières, de métiers techniques ou de métiers manuels. Enfin voilà, c'est la clé d'entrée, elle est sur les parents. Il est même... Donc si vous avez besoin, moi je peux vous aider, parce que je suis à fond. Voilà. Vous nous laisserez votre téléphone, mais ce que je veux dire, c'est vrai que les parents, évidemment, c'est le nœud de la famille, donc c'est presque, c'est pas bien. Il faut recevoir les parents, accompagnés de l'enfant, peut-être pas en première intention, mais au moins pour discuter, pour dialoguer, pour voir les attentes du futur apprenti et aussi un peu les attentes des parents, parce que si les parents ne suivent pas, c'est un apprentissage qui n'ira pas au bout. Et information complémentaire, l'artisanat forme 40% des apprentis en France. Voilà, avec 2 très beaux exemples. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Rémi Coste, Philippe Giraud. Merci Philippe Thiersen d'avoir été sur notre plateau. Stéphanie, merci. Encore de belles découvertes. Merci à vous, Christophe. C'était passionnant. À voir et à revoir Classe Affaires sur Télé Grenoble, télégrenoble.net. Je vous propose de nous retrouver tout de suite sur les réseaux sociaux, sur le web, pour notre petit bonus avec Stéphanie. Merci de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.